Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs et de vos espoirs au 39 21 où vous serez accueillis par Jeanne et Paul avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment également vous manifester en adressant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à remercier Jeanne, qui est tout à fait charmante. Oui, merci. Merci voilà. qu'il y en ait un peu aussi pour Jeanne, parce qu'on entend beaucoup Paul par-ci, Paul par-là. Exactement. Et donc... moi qui m'attendais à avoir un Paul, finalement, je ne suis pas déçue d'avoir eu une Jeanne. Ah, ben merci pour Jeanne, voilà. Parce que c'est vrai qu'elle est charmante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui appellent cette émission, donc forcément, elles sont plus sensibles au charme de Paul, qui est un grand charmeur. Voilà, Jeanne a un côté plus discret, plus réservé, mais tout aussi efficace et chaleureux. Bon, écoutez, la prochaine fois, j'aurai peut-être Paul, si j'ai l'occasion de vous rappeler. Voilà, ça vous donnera une occasion, d'avoir Paul le charmeur. Je me le réserve, Paul le séducteur. Ah, vous savez, vous le réservez. Il est très sollicité, ce garçon. C'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant l'émission. Il est très demandé. Dames étaient sous le charme. Ah oui, il a son petit harem là autour de lui. Bon, écoutez. Il est très heureux d'ailleurs. Il est très heureux, il est très fier. J'imagine que comme tout homme, il doit être flatté. Évidemment. Et je vous avoue que mon Fifi en prend un peu ombrage à force quand même. Voilà. En tout cas, moi j'ai eu Jeanne et je ne le regrette pas. Elle m'a mis en confiance, ce qui n'est pas évident. Oui. Parce que c'est pas toujours évident de parler de soi. Donc elle a réussi à me mettre en confiance tout en douceur. Et voilà, et je tenais à la remercier à l'antenne. Voilà. Ouais, merci, c'est fait. Elle vous entend en plus. Ça lui donne le sourire. Elle travaille comme une petite fourmi, m'a-t-elle dit. Donc voilà, alors j'appelais, je pense qu'elle a dû, j'appelais parce que j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Il y a à peu près 3 semaines de ça. Donc j'ai 54 ans. C'est pour vous dresser un peu le tableau. Je suis célibataire avec un grand garçon d'une 20aine d'années. Et il y a très longtemps que je n'ai pas eu de relation avec un homme. Oui. Qu'elle soit intime ou autre, si vous voulez. Très longtemps, c'est-à-dire ça fait Oh là là, mon Dieu. Oui. Ça fait très longtemps. Donc ça. Bon, on compte plus en mois, mais en années. Ça fait plusieurs années. D'accord. On peut compter en années. Oui. C'est venu très très soudainement, comme si tout d'un coup j'avais refusé l'intimité avec un homme. Oui, d'accord. Donc je suis quand même restée très sociable. J'en rencontre et je discute avec. Mais dès qu'il s'agit d'intimité, j'ai comme un blocage et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à aller plus loin. Et qu'est-ce qui fait alors que celui-là, justement, il vous plaît au point que vous songez à aller plus loin? Eh bien, justement. Alors, j'y songe. Maintenant, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais j'y réfléchis. Oui, c'est déjà ça. Voilà. C'est déjà important. Oui, il est... en fait, on s'est rencontrés... sur Internet, mais pas du tout sur un site de rencontre. On discutait plutôt de politique et de faits de société. Oui. Bon, et comme il avait un problème au moment où je l'ai rencontré avec sa direction, voilà, il est journaliste et il avait un problème avec sa direction, donc on a discuté de cette affaire qui le concernait. Et pour moi, c'était vraiment uniquement, je ne discutais que de ça et je n'espérais absolument rien d'autre. Oui, donc vous étiez d'autant plus à l'aise. Oui, donc du coup, j'ai pu être moi-même totalement, puisque j'étais pas dans la séduction du tout. Donc c'est vrai qu'on a échangé pendant quelque temps tous les deux, et il s'est trouvé que au bout d'un moment, dans la discussion, il m'a dit « J'aimerais bien vous rencontrer pour qu'on en discute autour d'un café, etc. » Ce qui, somme toute, était assez logique, quoi. Mais j'y ai pas vu de séduction particulière. Voilà. Oui, vous étiez bien engagé dans cette conversation qui vous tenait à cœur. C'était bon. Oui.
C'était. Vous n'aviez pas vu Malice et bon. Non, puis c'était un fait divers qui avait plus ou moins défrayé un peu la chronique, donc j'étais curieuse de savoir un petit peu comment il le vivait, et voilà. Donc ça m'a amusée sur le moment, et j'ai accepté le rendez-vous. Et alors c'est vrai qu'au moment où il y a rendez-vous, même si c'était pas du tout dans la séduction, on est toujours un peu... Enfin, moi, j'étais un peu anxieuse. Je me disais, comment il va me trouver? Est-ce que je vais lui plaire? Donc, j'ai fait un petit effort puisque je savais quand j'allais le rencontrer. Oui, oui. Donc, je me suis remaquillée. Enfin, bon, le truc de fille, quoi. Ce que vous ne faisiez plus trop? Vous étiez plus trop dans la séduction? Parce qu'on peut ne pas avoir de relation intime depuis un moment avec un homme et en même temps être quand même malgré tout dans la séduction. Vous, non, vous aviez un peu délaissé ça? Totalement. D'accord. Néanmoins, je l'ai délaissé intérieurement, mais extérieurement, je fais attention à ma personne. Voilà quoi. Je me maquille, je m'habille plus ou moins correctement. Oui, quand même. Ouais. Ah oui, je ne veux pas déplaire. Oui. Mais je cherche pas particulièrement à plaire aux hommes. Oui, je comprends. Voilà. C'est juste par respect pour moi et pour les autres, autant bien présenter. Bon, ça mange pas de pain, et puis moi. Voilà. Donc, mais là, j'ai fait un petit effort en plus. Oui. Voilà. Et la discussion, donc, lui, je le connaissais puisque je l'avais déjà vu. Lui ne me connaissait pas. Et la discussion s'est engagée. Et c'est vrai que ça a été tout de suite très sympathique. On avait l'impression de se connaître alors qu'on se connaissait absolument pas, mais on partageait les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Bon, voilà, donc ça s'est très bien passé. Je le trouvais plutôt charmant. Ah ouais. Ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps d'accorder cette importance à un homme. Je l'ai trouvé charmant. Bon, c'était déjà pas mal. Ah ben oui, en effet. Oui, d'être sous le charme comme ça après autant d'années, voilà. Vous étiez assez hermétique finalement aux hommes. Totalement. Et lui, je l'ai trouvé charmant parce que, bon, c'est vrai que c'est passé très, très facilement. On s'est quittés, il m'a fait un petit bisou sur les lèvres en me disant, on se revoit très bientôt. Et en fait, c'est là que, pour moi, tout a commencé à être un problème. Vous avez commencé à angoisser, à stresser? Ah non, mais c'est à un point. Et pourtant, je ne suis pas une oie blanche. Oui, bien sûr. J'ai eu énormément. J'ai eu des relations. Bon, c'est pas, j'ai pas 15 ans. Je suis pas vierge. J'ai pas. Mais oui. Mais dans ma tête, j'avais cette impression d'avoir 18 ans et que c'était la première fois que j'allais me retrouver avec un homme en sachant exactement ce qu'il voulait. Voilà. Et d'une certaine façon, ce que vous désiriez vous aussi? Même si ça vous angoisse un peu, c'est pour la première fois vous êtes réveillé quand même, c'est bien? Exactement. Vous sortez de votre... Il a réveillé ma libido. Oui. Ce qui était pas gagné. Non, mais bon. Il a réussi à le faire. C'est déjà pas mal. Oui. Donc déjà, ne serait-ce que moi, je me serais bien arrêtée là à la limite, en me disant bon, finalement, j'arrive encore à plaire. On arrive encore à me plaire, donc tout n'est pas perdu. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans la mesure où, petit 1, je ne comprends pas l'angoisse que j'ai à me retrouver avec un homme qui veut avoir des relations intimes avec moi. Et en fait, ce qui m'a le plus gênée, c'est qu'on ne s'est pas revus depuis. Oui. Donc, on s'est beaucoup parlé par Internet, en message privé, bien sûr. Oui. Et que là, il a brûlé toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il a été un petit peu trop obsessionnel. Il n'avait qu'une envie, c'était de me voir seule à la maison, chez moi. Oui. Et bon, j'ai bien compris ce qu'il voulait. Je ne suis pas totalement stupide, oui, évidemment. Mais j'ai trouvé ça, ça manquait un petit peu d'élégance. Oui, je comprends. Oui. C'était trop direct et trop. Vous dites obsessionnel d'ailleurs. Il montrait trop ouvertement ce qu'il désirait, ce qu'il voulait. Ça devenait un peu
un peu pénible finalement, enfin, Eh ben oui, un peu obsédant, quoi. effectivement. C'est devenu pénible. Vous lui avez pas fait comprendre à un moment que bon, voilà. Je le lui ai fait comprendre, Oui. en lui disant que décidément, quel que soit l'âge, les hommes avaient du mal à comprendre le fonctionnement des femmes, ou en tout cas de certaines femmes, Ouais. et que j'avais besoin d'un minimum de décorum, d'un minimum d'étapes de séduction, et que ça pouvait passer très bien au minimum par un restaurant, Oui. par un petit dîner, Oui. ou même par un verre tout simplement, Oui. mais qu'on puisse un petit peu au moins faire connaissance. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire le côté, il vient chez vous et bon, on comprend d'emblée ce qui s'ensuit. Oui. Enfin, chez vous, dans votre intimité, à tous les sens du terme, non. Enfin, il y a des étapes. Oui, même si il peut venir chez vous, mais il y a, vous avez raison, c'est un fonctionnement féminin. C'est-à-dire qu'on va pas droit au but d'emblée. C'est pas, il devrait le savoir quand même à son âge. À son âge, c'est ce que je lui ai dit. Alors, il est en même temps, bon, il est impatient, vous lui avez plu, mais finalement, vous savez aussi que ce sont souvent les femmes qui freinent les ardeurs un peu de ces messieurs. Donc, vous avez bien fait de lui rappeler. Et après tout, lui, il va droit vers son objectif, mais après tout, on le dit, l'homme propose, la femme dispose. Hein, donc, à vous de dire aussi ce que vous souhaitez. Vous pouvez le revoir, mais ça ne veut pas dire que parce que vous vous revoyez là, automatiquement, il doit vous sauter dessus. Ou en tout cas, il doit venir chez vous. Voyez, vous pouvez prendre un verre, vous pouvez aller dîner, vous pouvez faire une soirée. Enfin, bon, voilà. Exactement, et c'est exactement... Vous pouvez flirter aussi, parce qu'après tout, vous avez le droit de vous accorder ça, c'est-à-dire que je comprends aussi votre inquiétude quand on n'a pas eu d'intimité, quand on n'a pas fait l'amour depuis des mois, des années. Oui, vous pouvez dire des années. Ben, c'est forcément intimidant. Mais vous avez raison. Bon, évidemment, vous n'avez pas 15 ans, vous n'êtes plus vierge, mais de toute façon, il y a quand même... C'est vrai que il y a quelque chose où à un moment on perd un peu quand même l'habitude, même si ça ne s'oublie pas. Mais on perd un peu l'habitude, donc on est encore plus intimidé. Déjà la première fois avec quelqu'un, c'est toujours une première fois, parce que c'est toujours une rencontre unique entre deux personnes, de peau, deux épidermes, enfin voilà, il faut faire connaissance. Donc en plus, quand on a perdu le contact avec soi-même, avec son corps, avec un corps érotisé, il faut aussi apprivoiser à nouveau son corps dans cette fonction-là érotique. Donc bon, en même temps, je vais vous dire une chose. On peut s'en faire une montagne à l'avance et puis parfois vous pouvez aussi vous sentir très bien et très en confiance avec cet homme-là, voyez, parce que vous allez voir après, vous allez être bien et vous allez retrouver une intimité presque naturelle. Et puis, et au pire, quand bien même la première fois serait pas top, ça peut arriver aussi la première fois, parce que il faut se donner du temps de s'apprivoiser, de faire connaissance. C'est exactement ce que j'ai voulu lui faire comprendre, mais en même temps, je ne voulais pas paraître, et c'est là que c'est un petit peu stupide, mais je voulais pas paraître ridicule en jouant à la femme qui veut se faire désirer, alors que c'est pas du tout ça. Non, mais je comprends bien. Non. Mais oui. Et lui, c'est vrai que quand je lui ai dit, il faut te remettre, parce qu'il est marié en même temps, donc ça il me l'a même pas dit, mais je l'ai appris, voilà. Ah bon, d'accord, ouais. Oui, non, mais ça il a oublié de vous le dire. Bon, c'est un petit détail qui a quand même son importance. Bon, c'est un détail qui a vraisemblablement son importance, mais peut-être pas. Bon, pour moi, ça n'en a pas parce que... C'est pour ça qu'il veut venir chez vous et qu'il ne vous a pas proposé chez lui. On comprend mieux. Voilà, vous avez tout compris. Parce que je me disais, quelle insistance pour venir chez moi. Et d'ailleurs, en rigolant, je lui ai dit, écoute, invite-moi un week-end chez toi et je viendrai avec plaisir. Puis là, il y a eu un blanc dans la discussion. Voilà, vous pouvez un peu le coincer comme ça. Ouais. Donc là, il y a eu un blanc, mais c'est pas pour autant. Alors que lui m'a posé la question de savoir si j'étais seule ou pas. Oui. Bon, moi, je lui ai absolument pas posé la question.
parce que ça le regarde. Moi, ça me regarde pas sa vie. Ça le regarde lui. Ce qu'il veut faire de sa vie, c'est son problème. C'est pas le mien. Néanmoins, quand je lui ai expliqué un petit peu comment les femmes fonctionnaient, lui, il a bloqué uniquement sur le restaurant. Il m'a dit, mais je savais pas que tu étais tellement intéressée par le... Je lui ai dit, écoute, arrête de faire l'imbécile. Qu'il arrête un peu. Oui, oui, tout à fait, là. Je lui ai dit, écoute, t'es pas complètement idiot. Non. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Bien sûr, oui, oui, oui. Donc, voilà. Alors, soit on joue le jeu de la séduction parce que moi, j'ai besoin d'être en confiance et de te connaître un petit peu mieux et de savoir si finalement j'ai envie ou pas d'aller au lit avec toi. Oui, oui, parce que sinon, enfin, je veux dire, c'est limite Gouja, le côté genre, je comprends pas, ah, t'es intéressé par le restaurant, ça va, au-delà du restaurant, vous mettez quand même des étapes. Il le comprend ou il le comprend pas. S'il le comprend pas, il se comporte comme un Gouja, c'est genre, je viens chez toi, bon, je te saute dessus et point barre. Bon, ben ça va, si c'est ça, il annonce la couleur, mais bon... Exactement. Vous voyez, il faut... C'est pas, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même un sérieux manque d'élégance. Moi, je trouve que c'est un manque d'élégance, un manque d'éducation. Et tout à fait. Et sans jouer, et je comprends, vous ne voulez pas jouer les vierges effarouchées. Loin de là, ça n'a rien à voir avec ça, parce que évidemment, il y a un âge où vous n'avez plus 15 ans, et on peut pas se permettre, il s'agit pas de le faire attendre, de vous faire désirer et de le faire courir pendant des semaines et des mois. Mais c'est pas de ça dont il s'agit, là, Françoise. C'est vous êtes rencontrés une fois. Bon, vous vous êtes plus l'un et l'autre. Pour autant, ça veut pas dire que ça y est, il vient chez vous et hop, tac tac balaboum. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus. Vous pouvez avoir un peu d'autres attentes et d'autres exigences, c'est tout. Bon, pour preuve qu'il n'est pas totalement idiot, c'est qu'il m'a proposé, donc hier ou avant-hier, j'ai dû la voir par Internet, et il m'a proposé de me rencontrer, de me voir dimanche soir à l'extérieur, et où on choisira un endroit, m'a-t-il dit, sympathique pour se retrouver et pour discuter un petit peu. Ben voilà. Et puis après, vous l'amenez chez vous et dimanche soir, justement, on fait une thématique sur la sexualité. Vous brochez de 23h et 1h. Voilà, histoire de le mettre à l'aise, le garçon. Voilà, dimanche soir, je vous rappelle. Voilà, je vous raconte comment ça s'est passé. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, le problème de la sexualité va se poser, et vous avez parfaitement raison. La machine est restée trop longtemps au repos. Et donc, il va falloir que je me remette en route, mais tout doucement. Oui, mais doucement. Et je vais vous dire, quel que soit son âge, c'est pas parce que on a passé l'âge de 15 ans qu'on peut pas s'autoriser à flirter aussi. Si ça peut vous remettre un peu en train, en émoi, voyez, c'est-à-dire que le flirt, c'est un délicieux préliminaire aussi, après tout. Alors, vous pouvez vous autoriser à flirter avec cet homme, puis ça se trouve de fil en aiguille, le flirt va aller très vite plus loin. Peut-être que pour ce soir-là, vous n'irez pas plus loin, mais vous verrez bien. Et ça se trouve, vous allez vous laisser emporter par ces baisers, ces caresses, et vous aurez envie d'aller plus loin. Et vous allez voir que finalement, c'est pas la machine, elle est pas rouillée, hein. Écoutez, je verrai dimanche soir, mais c'est vrai que le flirt me tenterait assez. Oui, bon. Et juste pour ressentir, c'est pas évident de ressentir quelqu'un qui va me toucher, que je vais toucher, j'ai plus l'habitude. Et c'est vrai que le toucher est important. Et j'ai plus l'habitude d'être touchée. Voilà. Même si mon fils est un amour et qu'il m'embrasse, etc. Mais oui, mais c'est pas comparable, évidemment. C'est pas comparable. Non, c'est pas comparable. Je ne suis plus touchée par un homme dans tout le sens du terme, c'est-à-dire... Oui, mais vous voyez, il a commencé à vous toucher. Voilà. Enfin, le fait que il vous a réveillé, votre sensualité qui était complètement endormie, déjà rien que pour ça, c'est formidable. Vous êtes tombé sous le charme quand même. Il y a quelque chose Exactement. Bon, mais ça, voilà. Il doit pas le savoir. Non. Enfin, il s'est rendu compte, en tout cas, que vous vous plaisiez, mais il y a quelque chose qui s'est réveillé. Ça, c'est très bien. Écoutez, oui, c'est ce qui m'a d'ailleurs, donné envie de vous appeler d'abord, et en même temps, c'est ce qui m'a fait du bien moi,
parce que je me suis rendu compte que je pouvais encore plaire. Oui, ça vous donne, ça vous redonne confiance en vous, ça vous booste. Puis vous savez, bon, au-delà de ça, on parle de cet homme qui va droit au but et tout ça, mais il faut pas oublier, et on en parlera dimanche avec le docteur Sylvain Mimoun, que les hommes, même s'ils ont l'air un peu grande gueule comme ça parfois, dans la sexualité, dans leur approche, si vous posez des questions, lui, il s'en pose aussi peut-être beaucoup de son côté parce que ils ont souvent peur de pas être à la hauteur. Hein. Les hommes ont quand même aussi besoin d'être rassurés. Pour être stimulés, il faut d'abord qu'ils soient rassurés. C'est Absolument. Important ça. Donc vous voyez, c'est pour des raisons différentes. Lui, vous, c'est parce que vous n'avez pas eu de sexualité depuis très longtemps. Et donc le fait d'être touché, en même temps, justement, le fait d'être touché, ça ouvre à nouveau un monde, des perspectives, des émotions, des sensations, enfin, que vous allez redécouvrir en même temps. Même si à chaque fois, avec chaque nouvel amant, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle relation. C'est à chaque fois, c'est différent. Absolument. Et c'est à chaque fois la première fois, et vous avez parfaitement raison. Oui, c'est à chaque fois la première fois. C'est à chaque fois un saut dans l'inconnu. Ouais. C'est pas la somme des expériences qui fait que on est toujours prête. Et moi, je pensais ne plus l'être. Et j'avais fait totalement une croix sur la sexualité. Mais pas sur le social, hein, pas sur les rencontres, pas sur la discussion, etc. Je suis parfaitement ouverte. Mais j'ai toujours eu un problème avec la sexualité, même en allant au-delà de ce que mon éducation, entre guillemets, me permettait de faire. Et puis ça s'est arrêté, et je m'en suis plutôt bien portée. Mais quand vous dites que vous avez toujours eu un problème avec la sexualité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand j'étais dans ma période, il y a une dizaine d'années de ça, et même avant, dans ma période où, effectivement, pour me prouver que j'étais quelqu'un de désirable et de désiré, et que j'étais quelqu'un d'intéressant, pour schématiser, je me donnais facilement aux hommes qui manifestaient de l'intérêt pour moi. Mais ça m'a jamais satisfaite véritablement. Voilà. Ni dans mon ego, ça m'a jamais rassurée, bien au contraire. Donc, à un moment donné, j'ai décidé que c'était terminé. Mais du coup, comme je suis un peu radicale, ça a été terminé totalement. Et du coup, j'étais plus du tout dans cette optique-là. Oui, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui à nouveau est ravivé là, avec cette rencontre. Donc déjà, c'est un homme quand même qui vous a touché. C'est plutôt bon signe, hein. Il y a quelque chose du désir qui est réveillé. Bon, et c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi on désire telle personne et pas telle autre. Bon, alors après, il y a des personnes on les désire et puis c'est vrai que la rencontre intime peut être décevante par rapport à nos attentes ou au contraire tout à fait satisfaisante. Et puis encore une fois, la première fois peut-être on peut être un peu, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais là aussi il faut se donner il faut prendre le temps parce que on peut être intimidé, on peut être il faut parfois on fait d'autant mieux l'amour qu'on se connaît aussi, vous voyez. Exactement. Alors après il n'y a pas de règle hein, dans ce domaine. C'est au contraire, il y a des personnes qui justement sont, parce qu'elles se connaissent bien, elles sont rassurées, donc elles sont d'autant plus désinhibées, elles vont plus loin. À l'inverse, certaines, mais c'est plus rare quand même, sont plus à l'aise avec des personnes qu'elles connaissent moins parce qu'elles se disent après tout tant pis ce qu'il ou elle pense. C'est quand même plus rare parce que de façon générale, et particulièrement les hommes, contrairement à ce qu'on pense, ont besoin d'être rassurés beaucoup. Bah écoutez, j'espère que... Donc lui aussi, ça se trouve, il flippe de son côté, hein, François, c'est ce que je veux vous dire. Sous ses côtés, j'y vais, je suis mon but, on va chez toi, et voilà quoi, voyez. Oui, je pense peut-être pas aussi simple. Hein.
que sa précipitation venait aussi du fait qu'il n'est pas si sûr de lui, qu'il veut bien en donner l'air. Oui, il faut se méfier comme ça derrière ce côté comme ça un peu genre macho, j'avance comme un bulldozer. Parfois, ça cache en fait une certaine fragilité, mais qu'on ne veut pas montrer. Justement, c'est genre, je suis un homme, je suis un mec, je suis un vrai, j'assure quoi. Hein, j'ai même pas peur. Bon, en fait. Il a dû être trompé un petit peu parce que c'est vrai que j'ai l'air de quelqu'un de très sûr d'elle, qui sait où elle va, qui a peur de rien, qui n'est pas farouche. Donc il a dû se dire, avec elle, il faut y aller en force. Il faut assurer peut-être, parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, les femmes sont quand même très là-dedans, hein, très, elles revendiquent beaucoup. Sylvain Mimoun en parlera, mais enfin, on peut faire peur, hein, parfois aussi. Elles peuvent être castratrices. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas du tout l'impression. Enfin, c'est une impression que je pourrais donner, mais bon. Il doit être à milieu d'imaginer vos peurs. À moins, vous avez dit qu'il est journaliste, qu'il soit journaliste actuellement à Europe 1 et qu'il travaille à la rédaction et qu'il vous écoute. Bon, auquel cas, c'est raté, Françoise, c'est tout. Vous l'avez peut-être fait volontairement. Je sais pas. Jean-Michel Duès, si tu nous écoutes, voilà, c'est le plan de dimanche. Journaliste, charmeur, bon, voilà. Non, il est pas. Qui ne travaille pas le dimanche, bon, donc. Il est pas à Europe, ça, je peux vous laisser. Non, il n'est pas osé quand même, non, dire, voilà. Non, j'aurais pas fait passer le message aussi directement, le pauvre. Oui, ça aurait été une autre façon de lui rendre la monnaie de sa pièce en étant très direct aussi. Voilà. C'est vrai, mais en tout cas, voilà, comme ça, au moins, il aurait... Non, je pense, je ne sais même pas s'il écoute Europe, mais non, c'est vrai qu'il est... En tout cas, il y a Annie qui dit moi j'adore votre auditrice, donc elle parle de vous, elle dit j'aime son franc-parler, c'est assez rare, je lui souhaite une merveilleuse soirée dimanche. Bon, elle est mignonne. Écoutez, je la remercie en tout cas. Bon. Et je vous rappellerai exactement pour que vous suiviez ces épisodes avec moi. Exactement, avec plaisir. Il y a Margaret qui dit c'est le baiser du prince charmant pour la Belle au bois dormant, version année 2000, et c'est très beau. Voilà, dit Margaret. C'est mon petit crapaud chéri. Voilà, bon, moi écoutez. Je vais le faire redevenir un prince. Mais voilà, peut-être, voilà, il faut pas, il se comporte comme ça. Il a réveillé il a peut-être aussi exactement de la belle endormie, donc déjà rien que pour ça, il faut lui en être reconnaissante. Hein. Mais c'est vrai, en plus je lui en suis reconnaissante. Mais oui, c'est formidable. Que nous allions au lit ou pas, je lui en suis reconnaissante. Déjà dans votre tête vous y êtes, hein, et c'est déjà là que ça commence. Donc c'est tout un programme. Il a peut-être réouvert la voie. Oui, exactement. On va dire ça comme ça. Voilà, on va dire qu'il va peut-être faire des heureux, même si lui ne l'est pas. Exactement, oui, mais je suis d'accord avec vous, Françoise. Bon, merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas. Merci Caroline, ça a été un plaisir de discuter. Et puis dimanche, alors peut-être que vous n'aurez pas le loisir d'écouter parce que vous serez en pleine. Mais sinon dimanche. Je le dirai avant 11h. Ah ben non, ça serait dommage. Mais sinon entre 23h et 1h, je serai en compagnie de Sylvain Mimoun. Alors si vous voulez parler de sexualité, si vous avez des baisses de désir, peu de plaisir, une sexualité exacerbée, peu de fantasmes ou au contraire des fantasmes qui déroutent votre partenaire, si vous avez aussi des questions d'ordre médical, le docteur Sylvain Mimoun qui est gynécologue, andrologue et spécialiste de la sexualité, sera tout à votre écoute et vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos mails au 39 21 et puis vous pourrez nous passer un petit coup de fil, Françoise, pour nous dire comment s'est passée votre soirée. Un petit coup de fil pour vous dire comment ça s'est passé. Et voyez, il y a Printa qui dit le flirt est trop souvent oublié alors que c'est une délicieuse étape et aussi et surtout à cet âge-là. Alors il y a quelqu'un qui dit pourquoi ne pas lui dire votre peur. Bon, je sais pas, vous verrez bien. Ça, pour le moment, bon. Non, peut-être pas tout de suite. Je le connais pas assez. Vous le connaissez peut-être pas. Oui, je comprends. Voilà, ouais. On verra. On verra plus tard. En tout cas, si ça continue ou pas. C'est pas le problème. Faites comme vous le sentez et allez à votre rythme surtout. Voyez, pas de précipitation. Faites comme et ça se trouve ça ira plus vite que vous ne le pensez, mais allez à votre rythme. Voilà. Voilà. J'espère ne pas trop le dérouter par mes fantasmes alors. Je vous embrasse Françoise. Moi aussi je vous embrasse Caroline et merci infiniment. Vous êtes adorable. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Pour
Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Je voulais faire un petit clin d'œil très amical à Caroline qui nous écoute d'Angoulême et qui voulait faire un grand bonjour à tous les auditeurs fidèles de la nuit. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Pierre, vous appelez parce que vous avez entendu Philippe qui s'est exprimé hier soir à l'antenne parce qu'il parlait du chômage. Oui. Philippe avait plus de 50 ans. Et donc, en disant à quel point ça faisait des ravages, il nous parlait de son désir de travailler, de sa motivation et du fait à quel point c'était dur. Le lundi était une journée particulièrement dure parce qu'il voyait autour de lui les gens reprendre le travail et lui restait là, se sentait inutile et notamment avait très peur de l'image qu'il renvoyait à son fils. Enfin, se sentait très très dévalorisé. Et alors vous êtes psychologue du travail, je crois, et vous avez fait beaucoup de conseils d'orientation et c'est le témoignage de Philippe qui vous a donné envie de réagir. D'ailleurs, je tiens à remercier les auditeurs qui ont appelé pour Philippe parce que nous lui avons transmis des contacts avec peut-être des pistes par rapport au travail qu'il recherchait. Donc merci à vous pour votre solidarité. Je vous écoute, Pierre. Oui, c'est toujours très difficile de commencer, c'est comme les exposés, hein. C'est un petit peu le trouble d'une émission que j'écoute pour pas la première fois, mais j'ai pris connaissance de votre émission déjà il y a peu de temps. Oui. Et puis c'est vrai qu'hier, en entendant Philippe, c'est un peu ma fibre professionnelle qui m'a poussé à appeler parce que j'avais envie de lui transmettre 2-3 petites choses. Et donc quand votre collègue m'a demandé d'intervenir ce soir, j'étais un petit peu intimidé parce que du coup j'avais cette impression d'intervenir pour une personne en particulier, mais pas de sauter dans le vide comme je le fais. Oui, mais quand Jeanne m'en a parlé en me disant hier que vous aviez appelé en toute fin d'émission, c'est moi qui ai dit à Jeanne que ça serait bien qu'on vous rappelle pour que vous puissiez en parler à l'antenne parce que c'est Paul que vous avez eu. Oh, Paul, il faut que tu tournes autour de lui. Il se lève pour dire c'est moi qui ai eu Pierre. Oui, il est terrible. Bon, enfin je sais pas, peu importe, mais en tout cas, je me disais que les conseils que vous alliez donner profiteraient à beaucoup d'auditeurs. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir appelé pour Philippe et on pourra, si vous le souhaitez, transmettre vos coordonnées hors antenne à Philippe. Mais je me disais que, puisque vous disiez comment revaloriser son parcours, notamment dans un CV, en entretien, et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation de chômage, qui savent pas comment justifier des trous dans un CV, comment se valoriser en entretien et que vous pourriez faire profiter de votre expérience. Voilà. Je vais essayer de distiller quelques petites choses. Mais bon, c'est vrai que Philippe a 57 ans. Hein. Je me souviens qu'il avait même un âge assez avancé pour un salarié qui est plutôt en fin de carrière qu'en début, hein, ce qui est évident. Mais quand on dépasse 45 ans en France, ce qui est terrible, c'est qu'on est déjà considéré comme vieux, comme senior, et ça a une connotation extrêmement péjorative, dans la mesure où le phénomène d'exclusion, le phénomène même d'un vieillissement psychologique, social et professionnel, prend le pas sur des compétences, sur une santé qui est encore excellente après 45 ans et même bien après 50 ans pour beaucoup d'entre nous. Oui. Donc on est dans un monde de vitesse, c'est-à-dire qu'il y a le monde de la vie réelle qui fait qu'on vit maintenant quasiment jusqu'à 80-90 ans, presque en bonne santé, et il y a le monde professionnel où plus ça va, plus on va à l'envers de cette notion de longévité finalement dans le travail. C'est-à-dire que si on peut être éjecté plus tôt parce qu'on coûte cher ou parce que la masse salariale fait qu'on préfère embaucher des jeunes, beaucoup de seniors, même en poste aujourd'hui, sont en danger.
Je parle même pas de ceux qui sont au chômage, je parle même de ceux qui sont en poste. Je parle pas de tous, bien entendu, mais un certain nombre sont en danger parce que effectivement, les restrictions budgétaires sont tellement fortes, la crise est passée aussi par là, qui a accentué encore ce phénomène. Mais finalement, il y a deux catégories de gens qui souffrent aujourd'hui. C'est les plus jeunes, parce qu'ils ont pas d'expérience, et c'est les personnes en fin de carrière, parce que soit elles sont déjà sur une sorte d'inertie de centrifuge, un petit peu à la périphérie d'une roue qui va très vite, où ils coûtent cher. Donc c'est surtout ça l'argument. C'est pas tellement leurs compétences, parce que on reconnaît leur expérience, on reconnaît pas mal de choses, et c'est bien d'avoir des anciens dans une entreprise. Mais on est dans un système tellement basé sur la rentabilité et basé sur quelque chose de totalement inhumain qui est le fait d'être rentable à tout prix et de coûter peu cher, que ces quarantenaires, voire ces cinquantenaires, sont déjà un peu sur la sellette. Alors, quand on est dans une situation comme Philippe, c'est encore plus difficile parce qu'on est sorti du système depuis, je crois, 2-3 ans pour Philippe. Et là, le temps psychologique d'une personne de cet âge qui est sortie de l'emploi déjà depuis un certain nombre de mois peut prendre des dimensions extrêmement pénibles. Parce que le temps n'est plus le même. Non seulement on a un mal fou à revenir à l'emploi parce qu'on est ancien entre guillemets, on a dépassé un certain âge. Oui. Mais en plus, effectivement, on n'a plus l'enthousiasme d'un jeune de 20 ans. Donc on cumule deux handicaps, alors que finalement, au fond, on est au top de ses compétences, on est au top de sa maturité, on est au top de sa sagesse professionnelle. Je ne parle pas de la sagesse humaine parce qu'on peut encore la développer jusqu'à la mort, mais la sagesse professionnelle, elle est au top entre 50 et 65 ans. Avant cet âge-là, on est encore en pleine bourre, on est déjà très très expérimenté, mais on est pris dans un rythme de vie active, on a encore des enfants jeunes, donc on est dans une espèce de dynamique qui ne nous permet pas d'avoir le recul d'un homme ou d'une femme de plus de 50 ans qui ont des enfants qui ont déjà, s'ils ont des enfants qui sont déjà sortis d'affaires et qui peuvent se consacrer d'autant plus à leur boulot et apporter justement cette mine d'or que certaines personnes font profiter à leur entreprise. Alors certains employeurs commencent à réaliser que en fait les seniors sont un atout vraiment dans l'entreprise. C'est-à-dire il y a quelque chose qui tendrait à s'inverser, non ? Vous le constatez ou c'est encore lent ? C'est inversement proportionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui ne profite pas de la sagesse de ces anciens, c'est vrai. Guillemets, oui, bien sûr. Les seniors en entreprise sont des personnes encore jeunes, mais disons anciens dans le sens qu'ils sont plus en fin de carrière qu'en début, et en ayant capitalisé 20-30 ans d'expérience professionnelle, ils ont du recul, ils ont vécu des épreuves, ils ont eux-mêmes grandi intérieurement parce qu'ils étaient peut-être des petits loups au départ et puis ils se sont assagis et ils ont une façon d'aborder le travail et les gens avec beaucoup plus de sérénité. Mais le seul petit problème, je pense, de ces seniors, c'est qu'ils n'ont plus envie non plus de se battre comme des requins, d'avoir une mentalité à tout prix pour faire gagner plus et plus et plus. Et je pense qu'on ne leur donne pas leur vrai rôle. On devrait davantage leur donner un rôle de tutorat, on devrait leur donner des rôles de recul, de capitalisation d'expérience, qui leur permettent d'être moins dans la spirale complètement dynamique de l'entreprise, mais d'être plus dans une capitalisation d'expérience qui est à mon avis aussi utile et qui demande plutôt à quelqu'un qui est ancien d'en profiter, justement parce qu'il a moins d'énergie, enfin d'énergie physique je parle, et qu'il a justement une intelligence tournée vers une prospective beaucoup plus large que le petit jeune qui a besoin de faire ses preuves, qui a besoin d'aller croquer du commercial, qui a besoin d'aller croquer de l'argent pour le faire venir dans l'entreprise. Donc je pense qu'on pense mal le rôle des personnes et des âges des personnes en fonction de la nature du travail. Je pense qu'on est décalé et on mélange tout.
Donc on continue à proposer à des gens de près de 60 ans d'aller sur des routes, de prendre des risques, d'aller faire des prospections commerciales comme s'ils avaient 25 ans. Et on demande à des jeunes de 25 ans une expérience qu'ils n'ont pas. Donc on marche sur la tête. C'est vrai, ça paraît tellement logique tel que vous le dites, mais en même temps, est-ce que ce discours est entendu? Est-ce qu'il est prôné déjà, ou est-ce qu'il y a des personnes comme vous qui relaient ça au sein des entreprises ou pas? Parce que parfois on a l'impression c'est la voix de la raison là qui parle. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut pas demander, il faut s'adapter selon les âges. Enfin, non, mais c'est pragmatique, c'est un discours très pragmatique que vous tenez. Mais on a l'impression que parfois c'est pas entendu. Il faut que tout le monde reste dans la course, hyper avec des dents qui rayent le parquet jusqu'au dernier moment. Et on demande aux jeunes de l'expérience qu'ils n'ont pas. Vous avez raison. Et aux plus âgés de rester comme ça, hyper, dans une spirale de performance. Bon, alors qu'ils pourraient apporter d'autres choses. Bon, ça c'est le constat. Mais dans la façon, vous dites finalement de comment se revaloriser son parcours. Alors ça effectivement c'est un autre sujet, parce que là ça touche plus l'individu en lui-même. Je fais juste une petite conclusion par rapport à notre thème là du début. Je crois qu'il y a une double injonction, c'est-à-dire que toutes les catégories d'âge dans l'entreprise sont aujourd'hui prises dans une spirale qui est un peu uniformisée, c'est-à-dire que l'entreprise a tellement d'objectifs financiers à court terme à remplir et des obligations de résultats, de quotas, une pression ce qu'on appelle des flux tendus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression. Le flux tendu, c'est de travailler sur des délais absolument fous pour rendre des résultats ou donner fabriquer des choses, ou en tout cas rendre des comptes ou rendre des matériels ou des commandes dans des délais de folie. Donc comme l'entreprise est obligée de diminuer ses effectifs parce que avec ses charges patronales qui sont terribles, etc., elle est obligée d'avoir moins de personnel, mais elle est obligée de les faire travailler 3 fois plus. Donc qu'on soit d'un certain âge ou qu'on soit très jeune dans l'entreprise, même je pense que le patron de l'entreprise est presque pris en otage par une folie trépidante de résultats qui fait que c'est toute son équipe qui est broyée. Et c'est pour ça qu'il y a une telle souffrance au travail, c'est qu'il y a non seulement de la confusion dans les rôles, mais il y a même une impuissance. On a fait une thématique là-dessus. On a fait une thématique un dimanche sur la souffrance au travail avec Marie Peset où elle a effectivement abordé cela. Marie Peset. Alors, est-ce que, mais finalement, quand vous parlez de tutorat des plus anciens vis-à-vis des plus jeunes, ça va dans le sens de la mise en place des 500 000 contrats de génération, qui est le projet du président François Hollande. Ça me semble intéressant. Ça me semble intéressant qu'effectivement, l'embauche d'un jeune, on garde en même temps la personne, les personnes qui sont en fin de carrière. Et c'est, je pense, une logique. Si j'ai bien compris la démarche de François Hollande, que justement l'ancien fasse le maillon, fasse le relais avec le jeune. Et c'est justement aux anciens qui sont peut-être qui devraient être moins sur la brèche dans des résultats absolument trépidants. Et ce sont ces tranches d'âge qui devraient faire du tutorat et de la transmission aux jeunes, parce que mieux on transmet l'apprentissage à des jeunes, plus on les rend opérationnels rapidement et de manière efficace et de manière confortable, et on fabrique une force vive professionnelle d'avenir cohérente. Et au moins l'ancien se sent d'autant plus valorisé qu'il transmet son expérience, qu'il transmet ses ficelles de métier, qui va transmettre toutes ses anecdotes de métier, etc., que ce soit dans l'artisanat ou dans des choses un peu plus intellectuelles. Mais on doit retrouver des logiques des échanges des sociétés traditionnelles où les anciens transmettaient aux plus jeunes, un peu comme dans les villages à l'époque, dans les anciens temps ou dans les cultures d'Afrique. Il y avait un respect des anciens. Ceux qui étaient au milieu d'âge, ils étaient dans la vie active, c'est eux qui allaient chasser et ceux qui travaillaient véritablement le plus. Et les jeunes,
avant qu'ils soient opérationnels, il faut bien les former. Et alors maintenant, concrètement, Pierre, c'est-à-dire quand vous dites, Philippe nous disait hier qu'il avait envoyé 400 lettres, 400 CV, il avait eu des entretiens et puis qui s'étaient soldés par un échec, très peu de réponses et des réponses négatives. Comment valoriser son parcours? Que mettre dans un CV? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire donner quelques conseils pratiques peut-être? Alors moi je pense que, si j'ai un petit conseil à donner à Philippe, c'est que s'il a envoyé 400 CV avec si peu de résultats, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je critique pas ce qu'il fait parce que non, mais c'est important de le savoir. Il est très remarquable de courage et de ténacité et bravo, parce que c'est un peu aussi la clé de la réussite. Oui. Je pense qu'il a un gros handicap, malheureusement, c'est son âge, bien entendu. Oui. C'est la pire des discriminations, une des pires discriminations du monde professionnel après les délits d'ethnie, c'est l'âge. L'âge, le handicap vient après, mais je crois que c'est l'âge qui en ce moment, est le plus handicapant. Alors, en fait, il y a des petites astuces. C'est déjà de se déconditionner de cette recherche de CV. Je crois que la dame qui avait appelé en fin d'émission hier, avait pas tout à fait tort en lui disant d'embrayer un peu, c'est-à-dire de diminuer un petit peu cette frénésie d'envoi de CV, et déjà de rééquilibrer sa vie, même si c'est toujours très facile à dire, pour ne pas que la recherche d'emploi phagocyte l'ensemble de la journée. Je crois qu'il faut, quand on cherche un emploi, il faut y consacrer certainement un certain temps par jour, hein, ça peut être 2 heures et demie, mais pas plus. Il faut continuer à avoir des activités sociales, il faut essayer quelque part de diversifier sa journée, de faire un petit peu éventuellement de sport, sortir un peu, rencontrer des gens, c'est-à-dire d'avoir des cassures de rythme pour que la recherche d'emploi devienne régénérante. Une recherche d'emploi qui devient le seul prétexte de journée pour se lever le matin, elle n'est vouée qu'à se détruire elle-même, puisque à un moment donné, toutes les énergies qu'on met dans cette recherche finissent elles-mêmes par s'amenuiser, et la personne, au bout d'un moment, elle n'a plus de ressources, elle n'a plus d'énergie. Donc ces énergies, il faut qu'elle les trouve dans sa vie privée, auprès de sa famille. Je pense que ce garçon a une amie, je pense qu'il a des enfants, il a un fils avec qui il a envie de garder cette dignité, cette fierté, c'est très bien. Mais je crois qu'il devrait, alors je ne sais pas s'il l'a fait, il devrait aller voir son conseiller Pôle emploi, s'il est inscrit à Pôle emploi, s'il est au chômage officiellement, je crois, s'il touche une indemnité. Il arrive en fin de droit, oui. Arrive en fin de droit, mais il devrait profiter du Pôle emploi à deux titres. Soit pour faire un vrai bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences va peut-être pas non plus lui donner la solution pile poil, comme on dit. Ça va pas forcément lui donner la vérité absolue. Mais par contre, ça peut lui donner d'excellentes surprises sur des aptitudes, sur des domaines de métier, des secteurs d'activité qu'il avait jusque maintenant plus ou moins mis de côté, parce que c'est comme tout le monde, on a tous travaillé dans un certain secteur toute sa vie, et on se conditionne psychologiquement à l'idée qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc c'est casser un peu ce moule du profilage de sa candidature, qui ne doit pas rester uniquement dans le métier qu'on a fait toute sa vie. Ce qui est d'ailleurs typique des personnes qui ont cet âge-là, ou un peu plus âgées, les personnes de l'ancienne génération, qui ont connu moins de chômage que les plus jeunes, mais qui par contre ont eu le problème de rester dans une activité d'une manière un peu trop unilinéaire et un peu trop sans changement. Donc quand on a un trou, je veux dire, quand on a une période de blanc, justement, de chômage, dans un CV, qu'est-ce qu'on fait? On en parle ouvertement, on laisse ce blanc? C'est pas bon comme ça, des trous dans un CV, des blancs. Qu'est-ce qu'on fait? La question m'avait été posée une fois par un jeune homme qui avait été hospitalisé pour une dépression et justement qui ne savait pas
trop dire, parce qu'évidemment, il va pas mettre hospitalisé pour dépression. Vous voyez, exactement. Non, bien sûr, il ne faut pas tout dire. Oui. Ne pas dire les choses ne veut pas dire mentir, comme dirait l'expression. Oui. Il faut savoir masquer effectivement les périodes de trous dans un CV. Alors on peut invoquer un voyage, on peut invoquer, on n'est pas obligé de justifier les billets de train ou les billets d'avion qui auraient éventuellement prouvé qu'on a fait un voyage. Bon, ça peut être ça peut être simplement de dire j'ai eu besoin de m'arrêter 2 ans pour faire un travail associatif bénévole. J'ai dû aller voir, j'ai changé de région, je me suis régénéré pendant un certain nombre d'années parce que j'en ai eu besoin. J'ai eu besoin de réfléchir sur mon avenir, etc. Donc en fait, on ne doit pas non plus se traumatiser sur le fait qu'il y ait un trou dans le CV. Par contre, ne rien mettre dans ce trou ça serait une erreur et effectivement suggérerait des questions de l'employeur. Mais on n'est pas obligé de mentir en justifiant absolument des fausses expériences. D'accord. Alors, bien entendu, on va pas dire qu'on a eu une grosse dépression à ce moment-là, mais on peut masquer ça de manière subtile en disant qu'on a passé une période nécessaire familialement, pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, on a dû faire une coupure, mais qui a été très enrichissante à d'autres points de vue et qui ont permis même de travailler sur certains domaines, sur certaines compétences, mais sur un plan hors professionnel. Alors ça se formule ça sur un CV. Bon, il faudrait que Philippe, quand je laisserai mes coordonnées tout à l'heure, puisse m'appeler et puis on en discutera. Mais ça fait partie de stratagèmes qui ne sont ni du mensonge, ni non plus, bien sûr, une restitution pure de la réalité, puisque il est absolument impossible de retracer ce qu'on a fait pendant 2 ans hors professionnellement. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Merci beaucoup, Pierre. Vous avez été très précis dans vos remarques, dans votre intervention. Donc, et merci encore une fois de votre proposition de transmettre vos coordonnées à Philippe. Ne raccrochez pas. Jeanne va vous reprendre hors antenne pour reprendre vos coordonnées. Et merci d'avoir accepté de parler à l'antenne. Vous voyez, ça s'est bien passé. Hein, vous sent à l'aise, et ça permet comme ça à des auditeurs de profiter de votre expérience. D'accord, si ça a pu être partagé avec quelques auditeurs qui ça a pu apporter quelque chose, tant mieux. Je l'espère. Je l'espère. Merci beaucoup d'avoir octroyé ce temps de parole. Merci Pierre. Ne raccrochez pas. Hein. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences au 39 21. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1. Le 39-21 est ouvert jusqu'à 1h. Les mails également sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. À propos du travail, de comment valoriser son expérience professionnelle, Laurence dit la valorisation passe aussi par la mise en avant par domaine de compétences, parfois communes à différents postes et non simplement chronologiques. Le CV, ajoute-t-elle, est bien souvent trop standardisé, mal construit. Les stages non considérés sont pourtant des expériences professionnelles réelles. Et puis quelqu'un dit quelle idée destructrice que cette appellation de senior qui sous-entend qu'on est plus vieillard que jeune. C'est vrai que ce senior, c'est un peu bizarre, cette espèce d'euphémisme. On veut pas dire, je sais pas, c'est un drôle de terme. C'est vrai, je suis d'accord avec vous.
Et puis, il y a quelqu'un qui me dit aussi, je travaille au sein de la DRH d'un grand groupe de commerce. L'entreprise a mis, comme l'impose la loi, des bilans annuels sur les seniors, sur les risques psychosociaux. Le DRH lui-même tient toujours de beaux discours, mais ça l'empêche pas de réduire Alors voilà, j'ai pas la suite, parce que vos SMS sont limités à 160 caractères. Alors quand il y a un sujet comme ça qui vous touche, que vous sentez que vous avez beaucoup de choses à dire, ne vous contentez pas des SMS, appelez le 3921 et venez en parler directement avec nous à l'antenne. Allez, on va accueillir maintenant Tina. Bonsoir Tina. Bonsoir Caroline. Et je vous remercie pour votre patience, parce que ça fait un moment que vous attendez au standard. Merci. Et moi, je vous remercie de venir à mon secours. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive? En même temps, ça peut servir Oui. à certaines dames de se retrouver dans des situations comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Je pense. Oui. Et je pense quand même qu'il y en a beaucoup dans la même situation. Voilà. Alors, donc, je suis veuve. Oui. Ça fait... Bon, il n'y a pas besoin de dire le nombre d'années. De toute façon, ça ne changera rien. J'ai rencontré un ami de 76 ans. Ça fait 1 an. Oui. Puis, ma foi... comment je veux dire, au début de la relation, ça se passait bien. Il a voulu le dire à ses enfants. Ça, c'était honnête, Il avait une compagne. Mais bon, les enfants, c'est pas toujours comme on croit, Bon, son fils, ça passait. Sa fille, ça passait pas. Mais je la connais pas, je l'ai pas vue. Voilà. Oui. Alors, bon... comment Là, je perds le fil. Alors, donc, vous me parlez de ses enfants. Bon, oui, voilà. donc, moi, ça fait 40 ans que je suis mariée, que j'étais mariée. Bon, l'âge, ça m'importe peu, parce que mon mari avait eu 71 ans. Moi, j'en ai 61. Bon, mon ami a 76 ans. Oui, donc il est plus âgé que vous, Voilà, 15 ans. Oui. Bon. Mon mari, c'était 10, mais qu'importe, on s'en fout de l'âge. Mais seulement, je me suis aperçue, au fil des jours, je m'aperçois que maintenant, tellement qu'il arrive à me manipuler, j'en suis à tondre sa pelouse, j'en suis à lui faire à manger. Ah bon? J'ai plus le droit de me maquiller. Moi, je me permets, je revendique. Oui. J'ai plus le droit de me maquiller. Oui. Ah bon? Pourquoi il veut plus que vous vous maquillez? Moi, je sais rien. Il trouve que je mets du temps dans la salle de bain. Enfin, bref. Oula. Oui. Je fais des courses, j'essaye de... Il devient très tyrannique avec vous, Il est très, très exigeant, dites-moi, cet homme. Oui, oui. Vous faites tout à la maison, et qu'est-ce qu'il fait? Mais il est malade, lui? Il est pas en bonne santé? Si, oh là là, il est en super forme. Sauf qu'il vomit, mais ça, paraît-il, c'est parce que il a une déformation. Oui, donc bon, il a toujours... J'ai d'accord. remarqué qu'il buvait du vin, Ah, beaucoup? Oui. Enfin non, je m'aperçois de ça. Et puis, comment dirais-je, il y a je sais pas, son comportement, ça me plaît pas trop. Mais dites-moi, mais s'il est en bonne santé, Tina, pourquoi c'est vous qui tondez la pelouse? À moins que ça vous fasse plaisir, parce que vous pouvez aussi, ça peut être enfin, mais si vous faites les courses, vous tondez la pelouse, vous faites le ménage, enfin... Oui. Vous voyez, vous n'êtes pas là pour tout faire à la maison, à moins que ça vous fasse plaisir, mais bon. Oui, mais ça fait plaisir, mais c'est tellement demande, je sais pas, je trouve qu'il le demande tellement intelligemment. Il vous le demande, c'est parce qu'il vous le demande, c'est ça? Il le dit, mais d'une certaine manière. Attendez, je vais quand même vous dire qu'il dirigeait 200 personnes. Ah, oui. Compris? D'accord, voilà. oui. Voilà. Eh oui. Oui, il commandait des gens, Alors, il a le tact. Oui, donc vous voulez dire qu'il vous dirige un peu comme il dirigeait ses employés, quoi. Oui, voilà, mais enfin, alors, Tina, vous n'êtes pas son employé, non. Bon. Non, j'ai pas... Ou alors, il faut qu'il vous verse un salaire. Il faut qu'il vous verse un salaire à la fin du mois. Mais je peux pas, je suis retraitée. Eh ben, écoutez... Non, mais c'est pas ça. Voilà, comme vous dites. Mais en fait, alors, il a une femme de ménage. Il la met sur un piédestal. Mais je me dis, mais dis donc. Je me permets, je lui dis, mais dis donc.
Et moi, je te fais tout, et puis je te fais ça. Mais moi, enfin bref, c'est plutôt, ça se demandait, je me demande où j'ai ma place. Alors, déjà, j'ai pas le droit de venir quand ta femme de ménage est là. Ah bon? Pourquoi? Je sais rien. Au départ, quand j'étais là, bon, il y avait la femme de ménage. Au départ, je restais comme ça. Et puis, je me rendais compte, je me dis, il a des drôles de comportement. Bon, enfin, il l'a tutoyé. Bon, qu'il l'a tutoyé, des fois, les hommes, bon, il l'a tutoyé. Et puis, bon, lui, il y a une chose ça m'a fait bizarre. Donc, il lui donne des salades. Bon, qu'importe qu'il lui donne des salades, c'est bien, c'est très bien, parce que je dis à la femme de ménage, vous auriez bien, lui, il vous a mis de la salade de côté. Je sais qu'elle me fait. Oh, bah, tiens, je me dis, elle sait, puis j'ai pas voulu lui parler. Bon. Mais c'est qu'une fois, on était tous les deux en bas, puis il est monté d'une belle vitesse les escaliers. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je dis, tiens, je vais y voir. Je monte derrière, il lui donnait des courgettes en cachette. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Je me dis, enfin, c'est quand même, si c'est quand même été plus honnête de le faire devant, ça se fait pas par derrière. C'est ce que je me dis. Bah, c'est-à-dire que pourquoi il a peur que vous soyez jalouse, peut-être parce que après tout qu'il lui donne des légumes de son jardin, bon, c'est pas très grave, non, hein, il peut. Voyez, mais c'est pourquoi il se cache pour faire ça, parce que justement ça a rien de, à moins parce qu'il a peur que vous soyez jalouse, si vous lui avez déjà fait des remarques, c'est bizarre qu'il la tutoie, bon, voilà. Ah non, moi j'avais pas fait de remarques pour la salade. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est-à-dire cet homme où vous posez des questions sur vous en avez assez de lui, vous ennuyez? Alors attendez, je continue mon histoire. Alors à chaque fois que j'en ai marre, samedi, bon, je voulais aller chercher une veste. Ah, il m'a fait une vie. Oui, il voulait pas que je parte. Attendez, ça se passe comme ça. Le week-end, il faut que je reste à côté, hein. Il voulait pas que je parte chercher ma veste, il s'est mis sur le canapé, il dit oui, moi j'ai pas connu mon père, c'est moi le père, j'ai été malheureux, enfin il n'a pas été plus malheureux que moi parce qu'il est veuf et puis moi je suis veuve. Et puis bon, il y a ça. Et puis, il me faisait je dis mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, sur le coup j'ai éclaté de rire, j'ai dit il est jaloux, je fais comme ça en rigolant. J'ai dit il est jaloux. Mais en fait ce qui me plaît pas, c'est que le lundi, il faut que je m'en vais. Il faut que je m'en vais. Alors, attendez. Donc, il m'a fait la sérénade. Donc, le lundi, je suis obligée de partir. La femme de ménage, elle vient donc le mardi, mercredi, vendredi. Donc, faut pas que j'y aille. Alors, moi, je me suis dit, attends, je vais t'avoir. Je me passais, je me dis, tu seras bien, demain, je viens. Hein. Comment tu viens demain? Je dis, oui, je viens demain. Tu sais, ma foi, c'est comme ça. Je dis, je viens. Voilà, je ne te prédirai pas à l'heure, je viendrai. J'ai hâte de dire bonjour. Ah non, tu me dis, je parle comme il m'a parlé. Hein. Il m'a dit, ah non, tu ne vas pas venir me faire chier. Comme ça, il m'a parlé. Bon, écoutez. C'est vulgaire. Je me suis dit, dis donc. Mais qu'est-ce qui vous retient alors? Pourquoi vous restez avec lui? Je culpabilise. De quoi? Je culpabilise parce que il a l'âge là. Oui. Comme mon mari était malade, je ne l'ai pas laissé tomber. Oui. Hein? Oui, d'accord, mais c'est pas la même chose, là, Tina. Non. Votre mari, vous étiez ensemble depuis 40 ans, c'est toute une histoire. Et puis, cet homme-là, vous êtes ensemble depuis peu de temps, et puis, il se comporte, il est pas très gentil avec vous, quoi. Enfin, il se comporte un peu comme si vous étiez sa bonne. Voyez, vous faites tout dans la maison, et puis bon, la façon dont il vous parle, enfin, il est pas très prévenant, c'est le moins qu'on puisse dire vis-à-vis de vous. Attendez, je vais dire autre chose. Bon. Pardon. Je coupe pas, j'espère. Je vais vous dire autre chose. Il a un grand champ, il me dit, mais il dit ça, toi, te faucher le grand champ. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon. Je dis, mais tes enfants... Oui, mais pourquoi vous le faites? Moi, j'ai ma maison. Voilà. Ouais. Pardon? Pourquoi vous le faites? Voyez? Mais là, j'ai voulu faire pour tester ça. Dites voir, ça. J'ai jamais tondu. Moi, je tondais, mais avec un
Oui, mais enfin, vous voyez bien qu'il se comporte un peu comme il est très tyrannique, il est très autoritaire vis-à-vis de vous. Mais... Vous n'avez pas accepté ça de lui, parce que si vous avez rencontré un homme après la mort de votre mari, c'est pour partager de bons moments avec lui. Si cet homme vous utilise comme si vous étiez à son service, et visiblement c'est comme ça qu'il se comporte, vous êtes à son service, non, vous n'êtes pas à son service. Voilà. Je me dis, mais il est intéressé. Je me dis quelque part qu'il doit être intéressé. Oui, d'une certaine façon, oui. Il se comporte en étant comme ça, très autoritaire. Il veut vous commander. Bon, donc à un moment, vous lui dites, ça suffit. Ah ouais. Après, il m'a rappelé ça, mais j'ai pas répondu. Ouais. Vous avez raison. Voilà. Je crois que, voyez, vous pouvez, parce que en plus, franchement, vous avez 61 ans. Oui. Lui, il a 76 ans. Oui. Enfin, je veux dire, vous pouvez, que vous ayez envie à nouveau d'un compagnonnage, d'avoir quelqu'un à vos côtés, mais pour que vous puissiez avoir des moments de partage, de complicité agréables. Or là, vous voyez, il est que dans le reproche. Il vous dirige, il vous donne du travail à faire, et puis il veut même pas, d'ailleurs on voit bien, c'est pas d'une compagne qu'il veut, c'est quelqu'un qui lui fait le travail à la maison. D'ailleurs, il veut même plus que vous vous maquillez, parce qu'il trouve que vous passez trop de temps dans la salle de bain, et le temps que vous passez dans la salle de bain, c'est autant de temps que vous mettez pas à faire le ménage ou à tondre le jardin. Donc écoutez, vous l'envoyez un peu balader, c'est tout. À ce moment-là, il a sa femme de ménage, il a qu'à prendre un jardinier, et puis il a qu'à prendre d'autres employés. Et puis c'est très bien, puisqu'il aime commander. Donc il aura comme ça des personnes sous ses ordres. Ouais. Et qu'il paiera. Je crois que c'est parce qu'il ne veut pas payer. Qu'est-ce que je veux dire pour ça ça y est, j'ai perdu. Bon, mais enfin, vous voyez, à vous de ne pas vous laisser commander aussi. Franchement. Oui, voilà. Hein, voilà. Vous savez, je culpabilise, et puis il avait des problèmes de téléphone. Ah ben, j'ai eu mal au cœur pour lui. J'avais mal au cœur parce que je me dis, oh mince, ses enfants ne s'en occupent pas tellement. Ouais. Je me dis, mince, il n'a pas de téléphone, il tombe. Ben oui, voilà, j'ai le cœur sur la main. Oui, mais le problème, Tina, c'est que vous avez bon cœur et vous vous dites, oh le pauvre. Mais enfin, lui, il est vraiment pas gentil avec vous, quoi. Il n'est pas du tout prévenant. Donc, vous voyez, c'est un peu trop à sens unique. Ouais. Donc, il faut quand même penser à ça aussi. Ou alors vous lui dites, vous lui dites, arrêtez aussi d'être à son service comme vous le faites. Vous lui dites, non, je suis désolée, moi je suis pas là, j'ai pas une relation avec toi pour tout faire à la maison. Et puis quand il vous dit que vous vous maquillez pas, je suis désolée, quand il vous a rencontré, vous lui plaisiez, vous étiez maquillée. Donc il n'a pas à diriger votre vie. Mais vous savez, vous le changerez pas à son âge. Pas. Donc, soit à un moment vous lui dites, mais à mon avis, il est comme ça, c'est sa personnalité, c'est quelqu'un d'autoritaire. Vous le changerez pas, et je pense qu'à un moment, vous allez en avoir assez et vous allez partir. Hein. Franchement, bon courage en tout cas, Tina. Au revoir. C'est dur, voilà. Ouais, bon courage. Merci, au revoir. Caroline, merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Jennifer. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de pouvoir vous parler. Moi aussi. Et je voulais tout d'abord remercier Paul pour son accueil. Merci pour lui. Donc voilà, je vous expose mon problème, ma situation. Oui. J'ai 31 ans. Oui. Il y a 3 mois de ça, mon mari m'a annoncé qu'il voulait me quitter au bout de 16 ans de relation et de 9 ans de mariage. Oui. J'ai appris très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, que c'était pour une autre personne. Et bizarrement, je le vis bien. Et je me pose la question à savoir si c'est normal ou si est-ce que j'essaye de maîtriser la situation pour nos 2 garçons qui ont 7 et 4 ans. Oui. Et j'ai peur de craquer un jour devant eux, quoi. Et je me demande si ma réaction est. Oui, vous vous étonnez d'aller bien, finalement. C'est intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Oui, de pas être effondrée, de pas être malheureuse. Je veux dire, je l'ai été. Le jour où il pensait qu'il voulait me quitter, c'est comme si je prenais un 3 tonnes lancé à pleine vitesse.
Mais j'ai eu des moments difficiles. Enfin, voilà quoi. Moi, je l'aimais. Je veux dire, c'est mon premier. Je veux dire, je l'ai rencontré, j'étais très jeune. Et voilà, qu'on s'est mariés. Enfin, voilà. Et bizarrement, depuis dimanche, j'ai l'impression d'avoir tourné la page, quoi. Et je me dis que 3 mois, c'est court. Oui, c'est court, je suis d'accord avec vous. Surtout, comme vous dites, c'était votre premier amour, puisque vous avez 31 ans, ouais. Ça faisait 16 ans, donc vous l'avez rencontré à 15 ans. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et quand vous dites, c'est-à-dire que là, vous sentez comment, assez sereine? Comment vous définiriez-vous? Vous sentez votre état, là? Oui, c'est ça, c'est sereine, mais comme j'expliquais à Paul, je me projette dans l'avenir, sans lui, avec mes deux enfants, mais je m'y vois pas du tout. Vous ne vous voyez pas du tout dans quoi? Dans cet avenir proche, je veux dire, toute seule, avec les enfants, et sans avoir de référent, je veux dire, quand on a 15 ans, qu'on rencontre un garçon plus âgé, parce que on a 8 ans 7 ans de différence. Je veux dire, je me suis beaucoup reposée sur lui, quoi. C'était mon pilier. Et oui, forcément, vous n'avez jamais été seule. Finalement, à 15 ans, vous étiez adolescente, vous viviez chez vos parents. Ouais. Et puis après, vous avez vécu ensemble et vous avez construit votre couple et votre famille. Ouais, voilà, c'est donc, c'est normal que vous ayez du mal à vous projeter seule. Vous n'êtes pas seule, vous avez vos 2 garçons. Oui. Mais en tout cas, c'est comme vous dites, vous n'avez pas ces repères-là. Non. C'est des repères à construire. Mais en même temps, vous ne vous sentez pas anxieuse ou angoissée par rapport à ça? Non, particulièrement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je veux dire, même moi, je me surprends, quoi. Oui. Parce que c'est pas la première fois que voilà, on se sépare. Au tout début de notre relation, D'accord. Je veux dire, je pense qu'il a eu peur de s'engager réellement. Oui. Parce qu'on parlait d'appartement, on parlait d'emménager ensemble et tout ça, et puis on s'est séparés, il a eu une aventure avec une personne, et je crois qu'il s'est rendu compte qu'avec cette personne, il n'y avait pas de possibilité d'aller plus loin, et il est revenu vers moi, et à partir de ce moment-là, on a emménagé ensemble, 1 an après on se mariait, voilà quoi, donc tout est allé je veux dire très vite, oui et non, mais et là le fait que moi je l'aime, j'ai de l'affection pour cette personne parce que ça restera le père de mes enfants. Oui. Et en même temps, je sais pas si c'est plus de l'affection ou plus de l'amour, donc je suis un petit peu perdue, quoi. Mais pour moi, dans ma tête, j'ai tourné la page. Oui, est-ce que finalement, il a pris une décision que vous n'arriviez pas à prendre, que vous n'auriez pas prise parce que vous vouliez pas, mettre un terme à ce que vous aviez construit, et notamment la famille, mais peut-être que dans ce couple, comme vous dites, vous ressentiez plus de l'affection pour cet homme que de l'amour. C'est-à-dire qu'il y avait une habitude qui s'était installée, vous étiez bien avec lui, mais c'était plus forcément de l'amour que vous éprouviez pour lui. Peut-être. Mais lui, il m'a toujours dit, de toute façon, il a toujours dit que je le méritais pas parce qu'il m'aimait pas comme moi je l'aimais. Donc, déjà, pour moi, là, quand on en a rediscuté, je me suis dit, ça aurait dû être un signe, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est vrai que c'est une personne qui est pas très attentionnée, qui est pas... Mais je veux dire, il m'aimait à sa façon et moi, ça me convenait. Oui, certainement. Oui, certainement. Et puis, de toute façon, on n'aime pas forcément avec la même intensité, au même moment. Vous voyez, on n'est pas toujours au diapason au niveau du sentiment amoureux. Peut-être dans les premiers temps de la relation, quand on est dans la fusion, dans quelque chose d'un peu passionnel, si la relation démarre sur ce mode-là, elle démarre pas toujours sur ce mode-là, mais quand on est adolescent, on est beaucoup dans la fusion. Vous vous êtes rencontrés, vous aviez 15 ans, lui il avait 8 ans de plus. Mais comme vous dites, il vous a aimé à sa façon même. Et vous, certainement que vous y trouviez votre compte comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais peut-être que au fond,
parfois il arrive qu'il y en ait un qui prenne une décision que vous n'auriez peut-être pas prise, mais vous n'étiez peut-être plus si proche. Je ne sais pas. Si, c'est vrai que sur les derniers temps, c'est vrai que on n'était pas souvent d'accord sur tout. On avait beaucoup d'opinions divergentes. On s'engueulait beaucoup et tout ça, quoi. Mais moi, ce qui m'a fait plus mal, c'est qu'il m'a dit que c'était depuis la naissance de notre deuxième enfant, oui, où ses sentiments avaient changé. Oui. Et je me suis dit, mais alors il s'est foutu de moi pendant presque 4 ans, quoi. Alors, on peut pas dire ça. Je pense pas. Ça veut pas dire que ses sentiments aient évolué. Ça veut pas dire qu'il se fichait de vous. C'est souvent fréquent. Au deuxième enfant, c'est vraiment une famille qui se forme. Vous voyez, et il y a des couples qui à ce moment-là et des hommes on peuvent avoir du mal avec ça, c'est-à-dire du coup ou même on est plus à ce moment-là dans un couple de parents que dans un couple à deux ou même d'amoureux ou un couple conjugal où on est parents également, mais c'est le fait d'être parent qui prend toute la place. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Ça ne veut pas dire qu'il se fichait de vous et que vous ne comptiez plus du tout, mais qu'il avait peut-être davantage de mal à se situer parce qu'à ce moment-là, vous étiez vraiment une famille, vous étiez le couple avec vos 2 enfants. Et donc que lui a eu plus de mal à trouver ses marques au sein de cette famille, du fait de son histoire, du fait de plein de choses. Vous voyez, mais ça veut pas dire que du jour au lendemain, ou qu'il se fichait de vous, parce que lui avait du mal à trouver sa place. Ouais. C'est son problème à lui, j'ai envie de dire. Ouais. Mais bon, c'est vrai que après, voilà quoi. Ce qu'il y a, c'est que moi, je lui en veux de m'avoir menti. Parce que le jour où il m'a annoncé qu'il me quittait, qu'il voulait me quitter, ma réaction première, c'était « c'est pour qui ?» Oui, vous n'étiez pas... Généralement, quand l'un ou l'autre a envie de quitter son mari ou sa femme, c'est forcément parce qu'il y a quelqu'un. Enfin, forcément. Je veux dire, les statistiques... Du côté des hommes, vous avez raison, Jennifer. Je lui ai toujours dit, un homme, ça part pas pour rien. Les statistiques vous donnent raison. C'est vrai que... Alors après, il n'y a que des cas particuliers, mais statistiquement, c'est vrai que les hommes partent en général pour une autre femme. Voilà. Les femmes, elles, partent, même si... partent plus facilement... partent souvent alors qu'il n'y a personne. Et il m'a dit, mais non, je te jure, il y a personne. Et moi je l'ai senti, au fond de moi, je l'ai senti quoi, au plus profond de moi. Je me suis dit, c'est pas immense, c'est pas possible, il ment. Et j'ai fait confiance quoi. Je veux dire, je lui ai fait confiance. Et là, on m'avait mis la puce à l'eau. On m'avait dit, écoute, j'ai croisé ton mari et il était avec une autre femme. Je lui ai dit oui, mais bon, des fois, voilà quoi, il a un boulot où c'est le seul homme. Donc souvent, ils font des déjeuners entre collègues et tout. Et elle m'a dit, non, mais là, c'était pas du tout ce que tu crois. Et là, je me suis dit, attends, là, il rigole vraiment, il rigole vraiment de toi et en fait, voilà quoi, la tentation était trop grande et j'ai regardé dans son portable et j'ai surpris une conversation et là, j'avais pris un coup de massue il y a 3 mois et la semaine dernière, ça m'a achevé quoi. Et j'ai mis, et c'est bizarre parce que après je me suis dit, c'est tout, lui, il n'a pas réussi à combattre ses sentiments pour cette personne. Et moi, je suis obligée de combattre mes sentiments pour mon mari. Donc je dis, c'est pas légitime quelque part c'est pas normal que moi, je doive combattre mes sentiments pour lui. Et que lui, pour cette femme, il l'a pas fait, quoi. Et je veux dire, je vous dis, je suis perdue parce qu'il y a une semaine, j'étais dévastée, à ramasser à la cuillère.
Et lundi matin, je me suis levée. Et on aurait dit que dans la nuit, j'avais écouté votre émission. Enfin, ça me fait énormément de bien. Et j'avais l'impression d'avoir touché le fond et d'avoir donné un grand coup de pied et d'avoir sorti la tête de l'eau, quoi. Quand vous avez appris l'existence de cette autre femme? Ouais. Enfin, quand j'ai appris l'existence de cette autre femme, j'ai été dévastée. Enfin, et je veux dire, donc ça c'était du mardi. Ouais. Et hier matin, en me levant, on aurait dit que j'étais une autre femme. Enfin, j'avais tourné la, enfin, j'avais envie de, enfin, j'ai tourné la page. J'étais dans ma tête, les idées étaient claires. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je me suis certainement dit, écoute, ça sert à rien de continuer à aimer une personne qui t'aime plus. Oui, ça a dû vous aider finalement. Peut-être c'est la colère qui prend le dessus, peut-être sur la tristesse. Oui, parce que j'ai l'impression d'être dans le déni. Il me dit, je te quitte, j'apprends qu'il y a une autre femme, et pour moi, j'ai l'impression que ma vie elle continue, mais autrement. Enfin, c'est pas être dans le déni, ça, Jennifer. Non. Vous reconnaissez bien les faits. Être dans le déni, c'est justement c'est un mécanisme de défense, le déni, qui fait qu'on ne peut pas voir une réalité parce qu'elle nous est insupportable. Or, cette réalité, vous venez de m'en parler. Bah oui. Alors, que vous ayez du mal à vous projeter dans l'avenir, ça se comprend, parce que finalement, vous n'avez jamais vécu seul. Mais peut-être que vous lui en voulez, et que là où à un moment la tristesse prenait le pas, parce que vous aviez encore des sentiments pour lui, là où vous êtes en colère parce que vous avez appris qu'il vous a menti et qu'il y avait une autre femme. Donc la colère, ça, c'est un moteur aussi. Finalement, ça aide à tenir pendant un temps. Ouais, parce que je lui en veux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ça se comprend. Jamais j'aurais imaginé ça. Enfin, après, je me dis, bon, voilà, il approche. Enfin, c'est vrai qu'on dit beaucoup que les hommes à 40 ans, à l'approche de la quarantaine, ils font leur crise de la quarantaine et tout ça. Mais je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Vous vous en voulez, vous, de cette situation ou pas? Moi, je culpabilise. De quoi? De l'échec de notre mariage. Enfin, je veux dire, un mariage, un mariage, ça se fait à deux et ça se défait à deux, quoi. Je veux dire, j'ai des torts aussi, franchement. Enfin, voilà, je suis une personne entière. Je démarre au quart de tour. C'est ma personnalité. Je veux dire, il me connaissait comme ça avant. J'ai fait des efforts. J'ai mis mon pouce dans ma main pour que ça aille mieux. J'ai fait un gros travail sur moi. Mais il y a des moments où je pouvais pas, quoi. Donc on se prenait la tête. Ça n'allait pas. Je veux dire, c'était des disputes, quoi. Et je me suis dit que peut-être des fois, au lieu de dire ce que je pensais tout haut, j'aurais dû, je sais pas, le garder pour moi. Je crois pas. De toute façon, il vous connaissait comme ça. Voilà, ouais. Et je me dis que lui a fait... Enfin, moi, j'ai pas fait d'effort, mais que lui, il a pas fait d'effort pour comprendre pourquoi je réagissais comme ça, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est plus lui qui est parti dans quelque chose de la facilité, où il rencontre quelqu'un, il a un coup de cœur pour une autre personne, et il décide de partir, là où vous, forcément, au bout de ces ans de relation, surtout en vous étant connus si jeune, il y a forcément des hauts et des bas dans un couple. Donc, vous n'avez pas de raison, même si il y a toujours, comme vous dites, chacun a ses torts. Oui, voilà. Mais pour autant, vous n'avez pas de raison spécialement de vous en vouloir. Mais je reçois un message de Granate qui dit, peut-être êtes-vous plus forte que vous ne le pensez, et finalement, vous aviez senti qu'il s'éloignait de vous. Mm-hmm. Peut-être que moi, je pense que vous sentiez des choses. Et que que je voulais pas me les oui, peut-être que vous ne vous les formuliez pas, mais que vous aviez quand même, vous connaissiez suffisamment bien pour sentir qu'il y avait une distance qui s'était
qui s'était mis entre vous. Moi, je crois que par rapport à votre question qui est intéressante, de pourquoi vous n'êtes pas effondré, vous étonnez de ça, et finalement vous vous en inquiétez un peu, dire oh là, est-ce que ça va pas me tomber dessus? Je dirais, pour le moment, c'est comme ça, et après tout, peut-être que vous vous dites aussi, vous avez vécu. Votre histoire, c'est une longue histoire. Ouais. Hein, c'est une histoire où, et comme vous dites, il y a peut-être d'autres choses à vivre. C'est ce que vous sentez aussi pour vous. Ah oui, c'est-à-dire qu'entre-temps, vous avez évolué entre l'âge de 15 ans, vous avez rencontré cet homme, et aujourd'hui, où vous avez 31 ans, vous n'êtes plus la même, forcément. Vous étiez une toute jeune fille quand vous l'avez rencontré. Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme. La vie est passée par là, vous êtes devenue une maman. Enfin, je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez pu aussi évoluer différemment. Vous voyez, l'un et l'autre, c'est compliqué d'évoluer aussi dans le même sens, d'évoluer de la même façon à ces âges-là. C'est une chance finalement de pouvoir continuer à évoluer ensemble pour pouvoir rester ensemble. Alors peut-être que effectivement entre la jeune fille que vous étiez et la femme que vous êtes devenue, vous êtes certainement beaucoup plus affirmée aussi. Quand vous dites ce que vous décrivez, vous dites ce que vous pensez et vous le regrettez. Non, je crois que vous vous êtes aussi beaucoup affirmé dans vos choix de vie, dans votre face, par rapport à la vie même. Enfin, peut-être, je sais pas si vous travaillez bon. Donc peut-être que vous sentez aussi aujourd'hui en vous que vous avez une force que vous n'aviez pas, évidemment, et ça se comprend quand vous l'avez rencontré, que vous êtes à même de faire face. Et que, comme vous le dites, vous avez d'autres choses à vivre aujourd'hui. Parce que vous avez grandi et mûri, et que cet homme qui vous correspondait, qui vous a correspondu pendant un temps de votre vie, vous correspond plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas toujours un coupable et un responsable non plus, vous voyez ? C'est difficile d'évoluer de la même façon. Oui, puis on peut prendre des chemins différents, bifurqués. Parce que quelque part, moi je lui en veux, c'est que voilà, j'ai dit il y a une autre femme, mais ce qu'il y a, c'est que il s'est rien passé avec cette femme. Il y a eu un coup de cœur c'est une personne qu'il connaît depuis des années et elle est en couple, elle a des enfants aussi, et quand il a su, de toute façon il l'a entendu quand je l'ai découvert, et on aurait dit, il a eu une réaction, mais je me suis dit mais c'est pas possible, mais il va tout casser, et j'ai pensé aux enfants et tout, je me suis dit mais pourtant il me dit hier, il me dit non, il y a personne. Le lendemain, je l'apprends, mais je dis mais il est devenu fou, quoi. Il est devenu fou parce que je l'avais su, je l'ai appris. Oui, mais il ne voulait peut-être pas vous le dire parce que justement, il était un peu honteux de ça. Il voulait peut-être ne pas vous blesser, et puis lui-même était pas très à l'aise avec ça, évidemment. Voyez, qui est culpabilisé. Donc, on peut penser que c'est... certainement, oui, on peut le dire. Oui. Je veux dire... vous voyez que c'est pas si... Et c'est normal, vous voyez que vous êtes forcément ambivalente, Jennifer. C'est-à-dire que vous dites en même temps, ça va, je fais face, et en même temps, forcément, vous ressentez aussi beaucoup de colère, mais plus sur le fait qu'ils mettent à mal et qui détruisent la famille que vous avez construite, plus que votre couple. C'est quand même ce que j'entends. Ouais. C'est plus la famille que votre couple. Parce que les enfants, mais je comprends. Dans toute séparation, les enfants n'ont pas demandé Je comprends. Mais ce qui veut dire que certainement dans votre couple, vous sentiez qu'il y avait un flottement depuis un moment. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous sentez que pour vous, il y a d'autres choses à vivre. Oui, certainement. Oui, c'est clair. Ouais, il y a Néjoud qui dit « Le chagrin peut revenir à la charge après des moments d'accalmie ». Néjoud qui dit « J'ai été quittée par mon premier mari. Des années durant, j'ai oscillé entre période de désarroi et sérénité. Un jour, on guérit et on retombe amoureux. » Donc, vous verrez bien. Pour le moment, c'est comme ça. Vous pouvez passer par des phases. Et si à un moment, vous vous sentez moins bien, rattrapé par la tristesse,
où il sera toujours temps d'en parler, de voir, d'être entouré. Vous voyez, chaque chose en son temps. Vous pouvez passer, vous pouvez passer par des phases de tristesse, des phases de colère, des phases d'incompréhension, des phases où ça ira mieux. Voilà, il n'y a pas de règle dans ce domaine. Wait and see, vous verrez. Oui. Hein, un jour après l'autre, vous verrez. D'accord. Ok. Bon courage en tout cas, Jennifer. Merci de m'avoir écouté, Caroline. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir. Soirée, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, non, c'est Juliette. Bonsoir Juliette. J'allais dire Françoise parce que justement vous avez eu l'impression d'entendre votre histoire en écoutant Françoise qui était la première auditrice. Alors voilà, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là en première heure, elle nous confiait avoir eu un coup de cœur pour un homme alors que ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait plus eu d'histoire d'amour et d'intimité avec un homme, et donc elle était très troublée et en même temps un peu inquiète à l'idée de retrouvailles, d'un tête-à-tête, d'un corps à corps comme ça amoureux. Voilà, mais j'espère qu'elle écoute encore. Mais j'espère. La seule différence, c'est que c'est pas moi qui ai eu directement le coup de cœur, c'est lui qui s'est manifesté. Je le connaissais déjà depuis bien longtemps avant, mais sans avoir la moindre... Bon, je le trouvais bien, oui, d'accord, beau gars, mais sans avoir la moindre attirance. Et puis moi, il y avait des années que j'étais aussi sevrée. Oui. J'aime bien le terme. Il est parlant, oui. Voilà. Oui, oui. Il est symbolique, si d'ailleurs. Encore normal. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui, là vraiment. Pourtant j'entendais Mais vous savez, c'est plus répandu qu'on le croit. Il y en a toujours un pour faire un compliment de ceci ou de cela, mais bon, je les croyais plus. Moi j'ai 68 ans, c'est vrai. Je ne les croyais plus, donc et puis je ne me sentais pas très sûre de moi, quoi. Alors on m'a toujours dit que j'étais bien, mais enfin bon, je prenais pas ça très au sérieux. Et puis lui, pourquoi il m'a téléphoné un jour et puis on s'est parlé pendant 3 mois avant de se voir parce qu'on était loin. Oui. Et quand on s'est vu, lui avait très peur de la première relation. Il vous en avait parlé On avait parlé, vous avez fait part de sa peur? Oui, il m'en avait parlé. Et moi qui étais justement, je le rassurais en lui disant de ne pas se faire de soucis à l'avance, de toute manière. Bon. Mais j'ai toute l'histoire, mais je voulais lui dire que depuis, il y a 3 ans, bientôt 4 ans, qu'on vit une merveilleuse histoire qui... Ah oui. On espère bien être ensemble parce que moi, lui, j'ai toujours su qu'il avait quelqu'un, mais quelqu'un avec qui ça se passe pas bien. Mais il a eu de gros problèmes de santé. Il a retardé un peu l'échéance pour se séparer de cette personne, quoi. Et c'est bien ce qu'il envisage. Et moi, je ne le bouscule pas de ce côté-là. Donc, j'ai envie qu'il vienne avec moi. Mais bon, je ne le bouscule pas. Mais c'était exactement quand j'ai entendu l'histoire de Françoise, j'ai vraiment entendu mon histoire. Vous compreniez son inquiétude, le fait qu'elle ait peur comme ça de ce premier tête-à-tête, de cette intimité. Et alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire finalement si elle est à l'écoute encore pour la mettre en confiance? J'ai vécu quelque chose comme ce que je vis là maintenant.
même avec pas du tout le même corps que quand on a 20 ans. Oui, ça joue aussi, ça. Peut-être qu'on se sent moins dans sa séduction. Il m'a redonné confiance en moi et il a 10 ans de moins que moi. Oui, oui. Il a 10 ans de moins que moi. Oui. Il m'a redonné confiance, tout. Et puis il y a des... Oui, parce qu'il vous désire. Voilà. Et il y a plein de choses que... Je pense que c'est la sagesse de l'âge, tout, qui nous fait... Puis je vais vous dire que vos émissions, que j'écoute depuis vos débuts, puisqu'avant vous, écoutez Hubert, Mahler... Oui, en effet, oui. Voilà. Oui. J'écoute et je suis intervenue plusieurs fois dans votre émission, pour certaines... Ah ben, je vous en remercie. Oui, mais... Et votre émission m'a aidée pour changer ma façon de voir les choses, mais même par rapport à les choses qu'on n'ose pas quand on est jeune. Ça, avec certains témoignages, j'entendais que il n'y a pas de raison qu'on n'ose pas, je sais pas trop comment dire. Ça vous a aidé, vous voulez dire, à aller vers peut-être, y compris vers cet homme, enfin, à oser peut-être à nouveau une relation amoureuse. Tout à fait. Tout à fait, ça m'a beaucoup, parce qu'il y a des fois, j'avais envie de vous poser certaines questions, des choses, et puis voilà, il y a un témoignage qui prend le... Oui. Je sais pas, il y a un témournage qui arrive et c'est... Qui entre en correspondance, enfin, qui fait écho à votre histoire, qui résonne avec votre histoire. J'aurais besoin de savoir. Et c'est vraiment... non, tous les soirs, même les soirs où vous n'êtes pas là... Je trouve les soirées très longues. J'aime pas du tout. Pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que votre émission m'a beaucoup aidée pour ça. Et d'ailleurs, je pense que votre intervenant de fin de semaine sera très, très intéressant pour certaines personnes qui se disent qu'on n'a pas... Il n'y a pas de tabou quand on s'aime. Il n'y a pas de tabou. Et puis... Les deux d'accord, si on est... mais on voit ça à notre âge, à nous. On ne réagit pas de la même façon, même quand on a 30 ans. C'est vrai, oui, on en parlera d'ailleurs si ça évolue comme ça au fil du temps. Et puis c'est intéressant aussi votre témoignage, Juliette. Je vous remercie beaucoup d'avoir appelé parce que effectivement ça rejoint celui de Françoise, le fait que d'être resté comme ça pendant longtemps, une période d'abstinence, de sevrage. Je me demandais si j'étais restée normale. Oui, mais je pense que vous savez, ça concerne plus de gens qu'on ne le pense. Alors c'est vrai qu'on est dans une période d'une société où la sexualité et on nous en vend partout à longueur de magazines et autres, donc on a l'impression que il y a du sexe partout, que tout le monde couche avec tout le monde tout le temps, mais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parce qu'ils se séparent, parce que ils sont dans des périodes comme ça où il ne se passe rien, et c'est effectivement plus difficile à vivre parce qu'on se compare et où du coup on peut se dire est-ce que je suis normale. Mais il y avait un très joli livre qui avait été écrit par Sophie Fontanelle à ce sujet qui parlait de l'envie, justement sur le fait de cette période où elle était restée comme ça sans faire l'amour où elle parlait de tout ça et c'était écrit avec beaucoup de finesse, de subtilité. Et je pense que il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est réservé aux femmes, mais je pense qu'il y a aussi des hommes dans ce cas de figure. J'ai beaucoup d'amis femmes là et qui sont dans la situation que j'étais il y a 4 ans. Oui. Ça, mais ce qui est intéressant, c'est que le désir peut se réveiller, comme ça. C'est-à-dire que la sensualité, tout d'un coup, on est endormi, on vit plutôt bien, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille, et c'est merveilleux. Merci beaucoup, Juliette, et puis je vous dis à dimanche. Alors, oui, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je vous embrasse. Au revoir, Juliette. Merci beaucoup. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier.